Bien, je vous propose de commencer. Monsieur le député, c'est au nom de EM Lyon et de sa direction générale que je suis là pour vous accueillir ce soir à l'occasion donc de cette conférence débat qui va se centrer autour de votre rapport parlementaire à la demande de Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, rapport autour donc de ce thème intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale. Comme tout rapport, une fois qu'il devient public, c'est à la documentation française, je crois que nous pourrons nous le procurer. Je vous rappelle qu'à Lyon, cette documentation se situe 165 rue Garibaldi. Je la connais bien parce qu'elle est au premier étage d'une autre institution que nous aimons moins, c'est la Trésorerie Générale et le Percepteur. Ceci étant, à la documentation française, nous avons toujours un excellent accueil et donc ce rapport de 130 pages environ sera certainement intéressé un certain nombre d'entre vous. Ceci étant, il a également ce rapport le mérite d'être relativement opérationnel. Vous avez voulu faire une œuvre utile et d'essayer d'aboutir à une sorte de consensus autour des pôles économiques, sociaux, syndicaux en particulier. Donc c'est avec un grand plaisir, nous ici, moi juriste en particulier, sur un sujet qui nous est moins cher, que je vais essayer de vous écouter au moins pendant votre premier quart d'heure introductif, avant qu'ensuite il y ait un débat entre la salle et vous-même. Et puis je vais laisser maintenant à Olivier Bouet, donc élève au Master Knowledge Management, de présenter plus précisément, enfin, je pense que c'est élève à ce Master, de présenter plus précisément M. Bernard Carayon. Merci d'être venu ce soir et encore une fois, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour monsieur le député. Bon, je précise au passage que je ne suis pas du master mais du programme ESC de EM Lyon. Voilà, donc pour le 4e rendez-vous de la saison 2003-2004, l'association Forum EM Lyon a l'honneur de recevoir ce soir, en partenariat avec le Master et le Club Knowledge Management de EM Lyon, M. Bernard Carayon, auteur de l'éminent rapport parlementaire sur l'état des lieux en France de l'intelligence économique. Alors après une séance de travail organisée cet après-midi par le Master Knowledge Management autour des liens entre Knowledge Management et intelligence économique, nous voilà désormais réunis dans le grand amphithéâtre de EM Lyon pour parler plus particulièrement du rapport Carayon et des actions envisagées dans le monde de l'enseignement pour combler notre retard dans ce domaine tant convoité de l'intelligence économique. Alors pour vous situer rapidement et vous présenter à notre public, vous êtes né en 1957 à Paris, diplômé de Sciences Po et un débat de droit public, vous avez dans votre carrière occupé des postes assez divers, chargé de mission au cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris de 84 à 86, vous avez été directeur d'Ecofis de 88 à 90, une filiale de la banque Rothschild, mais aussi chargé d'enseignement dans diverses universités de droit. Délégué national du RPR chargé de l'industrie pendant 2 ans, puis délégué national à l'organisation du RPR, vous êtes membre du groupe des réformateurs à l'Assemblée nationale depuis 2002, maire de Lavore depuis 1995, élu député UMP du Tarn de 93 à 97, puis réélu en 2002. Vous avez été chargé par M. Raffarin d'une mission temporaire auprès du ministère de l'Intérieur en janvier 2003. Il s'agissait d'une mission de réflexion et de proposition sur le thème de l'intelligence économique en France, comme vous l'a expliqué à l'instant M. Gabriel-Guéry. Vous avez ainsi été l'auteur du célèbre rapport parlementaire sur l'état des lieux dont notre pays intègre la fonction d'intelligence économique dans son système éducatif et de formation, dans son action politique au sein du monde et des entreprises. Ce rapport est plus connu sous le nom de rapport Carayon. Alors, intitulé « Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale », votre rapport a le mérite de placer la discipline au niveau qui doit être le sien, celui d'une authentique stratégie publique. Car qu'est-ce que l'intelligence économique finalement, si ce n'est une discipline qui doit avoir pour ambition de rassembler et de traiter l'information au service des décideurs, de renforcer la sécurité de notre patrimoine technologique et plus généralement de développer l'influence de notre pays dans le monde entier. L'intelligence économique revêt en effet de nombreuses actions stratégiques, telles que la maîtrise du patrimoine scientifique, la capacité de mobiliser des réseaux, la culture collective de l'information ou encore la maîtrise des techniques de guerre de l'information. L'intelligence économique, écrivez-vous de votre introduction, devrait être une vraie et grande politique publique de l'État, à l'instar de ce que sont les politiques de santé, d'environnement ou de fiscalité. Ce qui est très intéressant dans votre démarche, justement, c'est que l'affirmation du rôle de l'État et des collectivités publiques s'articule sur un raisonnement qui donne sa vraie mesure à l'intelligence économique. Votre constat de même d'une mondialisation sans pilote plaide pour une remise en valeur des États nationaux
qui se révèle plus nécessaire que jamais aujourd'hui. Alors parmi les actions à mener dans le champ de la compétitivité des nations, vous pensez que l'État doit rapidement construire une doctrine, c'est-à-dire identifier les intérêts économiques et scientifiques majeurs qui lui incombent de promouvoir et de défendre. En cela, il lui est indispensable d'engager une véritable réflexion prospective appliquée, selon votre terme. Il devient de même urgent, selon vous, que les pouvoirs publics s'intéressent authentiquement à la formation de nos élites administratives en matière d'intelligence économique. L'optimisation de l'énergie intellectuelle de notre pays vous paraît à cet égard une véritable priorité, de même que l'importance des services de renseignement et des réseaux et circuits d'information. Votre rapport offre au bout du compte un véritable diagnostic, lucide et exhaustif de l'intelligence économique en France et un ensemble très cohérent de mesures, au demeurant peu coûteuses, que le gouvernement pourrait prendre assez vite pour encourager son développement au service de la communauté d'intérêt, de l'État et des entreprises. Voilà, je ne vais pas épiloguer plus longtemps sur cette introduction. Dans le cadre donc, du club Knowledge Management et du master spécialisé Knowledge Management, les étudiants du master ont eu le plaisir de vous recevoir cet après-midi, de vous convier à cette conférence. Eh bien, au nom de Forum EM Lyon, l'association dont je fais partie, je tiens de même à vous remercier de nous faire l'honneur de venir ce soir nous parler à EM Lyon. Je vous laisse maintenant la parole, avant de passer un coup de fil. Bonjour, juste avant que vous preniez la parole, monsieur le député, je suis désolée. Donc vous avez eu en fait une vision de l'intelligence économique par l'association Forum. On a chacun la nôtre. On va vous présenter en fait un petit panaché de celles de certains responsables de l'intelligence économique parmi les plus grandes entreprises françaises. Je ne me suis jamais senti autant utile qu'après le 11 septembre, qu'au moment de la guerre en Irak. Parce que c'est là où une cellule réactive d'intelligence économique va montrer toute la valeur ajoutée. Notre métier, c'est de faire parler les gens qui savent pour avoir l'information pointue, stratégique, au bénéfice de nos clients. On pense qu'en France, il y a le renseignement qui est la recherche sur Internet, et d'autre part, l'espionnage industriel avec toute la connotation péjorative que ça a. Eh bien, il y a entre les deux une recherche de l'information qui est essentielle parce que c'est l'information qui va apporter aux décideurs, à l'entreprise, la supériorité à un moment donné pour gagner un marché. Quand j'ai commencé ce métier il y a 10 ans, c'était vraiment une activité honteuse. On était traité dans des salles de café, on était traité par le directeur général qui ne voulait pas savoir comment on travaillait, qui avait l'impression d'avoir affaire à James Bond. Aujourd'hui, c'est normalisé. Pourquoi est-ce qu'un préfet s'intéresse à l'intelligence économique? Parce que c'est un levier de la compétitivité des entreprises et que la compétitivité des entreprises concerne l'État et concerne les préfets. C'est vrai, ça doit être de plus en plus vrai. Le deuxième point, c'est parce que c'est un levier de réforme de l'État. Et à partir du moment où vous demandez aux fonctionnaires de réfléchir en termes de plus-value qu'ils peuvent apporter à l'entreprise, notamment à partir de l'information dont ils disposent, vous changez la mentalité des fonctionnaires, vous changez leur culture. Et le troisième point, c'est que c'est un levier de développement territorial. C'est-à-dire qu'en agrégeant sur le territoire, un territoire donné régional ou infra-régional, en mettant en commun des ressources, notamment en matière d'information, de partage d'informations, en élaborant des stratégies communes, vous avez infiniment plus de chances de mettre finalement à jour les points forts ou les points de faiblesse de votre région et de votre territoire et de contribuer à leur développement. Aujourd'hui, le cas de Parmalat, qui est un leader italien de l'agroalimentaire et qui, tout d'un coup, en mi-décembre, on s'est aperçu que cette société était en cessation de paiement, en faillite complète, qu'il y avait un trou de 9 milliards dans la caisse. Et ça, nous, on s'en est aperçu, si vous voulez, dès fin juin. Nous intervenons en dehors de cela, nous allons compléter ce processus en nous intéressant à des choses qui sont beaucoup plus liées à l'éthique des dirigeants, à l'image de la société à l'extérieur, à ses pratiques commerciales. Le deuxième aspect est de s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'image à être associé avec une personne qui a l'air très bien sous tout rapport, avec qui vous entretenez de très bonnes relations depuis quelques mois dans le cadre de ces transactions, mais que finalement vous ne connaissez pas vraiment et qui pourrait typiquement avoir été impliqué dans des scandales qui pourraient alors rejaillir sur vous. On est de plus en plus sollicité, on l'a été 4 fois en l'an 2003, pour accompagner des entreprises qui font l'objet ou qui vont faire l'objet de raids boursiers ou d'opérations un petit peu hard
de prédation de la part d'un compétiteur. Donc c'est la capacité de développer à côté de nos clients un outil qui permet de savoir très en amont ce qui va se passer, comment ça va se passer, quels seront les argumentaires déployés ici ou là par les prédateurs. Donc c'est toute l'organisation de la veille autour des problématiques financières. Je crois profondément que l'intelligence économique ne peut être distinguée de la maîtrise d'outils technologiques. Et ces outils technologiques, soit nous les achetons, soit nous les adaptons, soit nous en inventons. Qu'est-ce qu'une war room ? L'origine est militaire. Au départ, la war room, c'était un endroit, une salle d'état-major où on concentrait toute l'information et tous les décideurs pour qu'ils puissent décider rapidement, sans perdre de temps, en ayant tout sous la main. Et ça a été repris dans beaucoup de boîtes américaines après la Seconde Guerre mondiale pour définir une stratégie ou alors pour la conquête des gros appels d'offres. C'est un outil qui me passionne parce que c'est quelque chose qui permet de focaliser en fait toutes les énergies de l'entreprise sur une question donnée et d'aller très très vite dans la démarche de constitution de connaissances et de partage de l'information. Je pense que, alors déjà la partie renseignement, qui est la partie entre guillemets cachée de ces activités-là, n'est qu'un élément de l'intelligence économique. L'intelligence économique ne se résume pas à la recherche de signaux faibles ou d'informations grises non disponibles. On est bien sûr dans le domaine gris, c'est en aucun cas mon métier d'aller voler de l'information lorsque ce n'est pas légal. L'information type grise ou alternative ne va pouvoir être exploitée que si, à côté de ça, on a récupéré tout le reste de façon systématique. Parce que finalement, le signal faible tout seul, notre dirigeant ne saura pas qu'en faire. Si par contre je suis capable de le remettre en cohérence avec une logique de production systématique, là il va avoir toute sa valeur ajoutée. Donc déjà, ne nous trompons pas, l'intelligence économique ce n'est pas uniquement du renseignement, c'est la mise en cohérence de toute l'information disponible et effectivement également de cette information qui peut aider à une meilleure décision. Aujourd'hui, on a un sentiment de menace partout dès qu'on quitte l'OCDE. Regardez l'Arabie Saoudite, il y a 2 ans, c'était un pays où on mourait d'ennui. 2 morts français après, dans les attentats de 2003, c'est un pays où on meurt de peur. Le nerf de la guerre, c'est l'économie, avec le président Clinton, les Américains ont clairement annoncé que c'était leur objectif numéro 1 et qu'il faut donc protéger ce qui va être l'essentiel pour nos entreprises, c'est-à-dire le savoir. Aujourd'hui, on a une petite équipe qui comporte 5 personnes, qui fait de l'audit de sécurité informatique, qui fait des tests d'intrusion, autour de processus développés en interne. Ces gens-là viennent pour l'essentiel de l'administration. C'est un choix de départ. On a fait le choix de s'appuyer sur des personnels venant de l'administration pour être certain de leur stabilité émotionnelle, on va dire, plutôt que de travailler avec de jeunes hackers. Nous avons plusieurs expériences en cours. L'une des plus significatives est celle qui s'appelle Decilor, qui a été lancée par l'Union européenne et le Conseil régional de Lorraine. Il y a plus de 150 entreprises aujourd'hui lorraines qui sont directement concernées et qui ont des profils de veille par rapport à leurs préoccupations. Préoccupations produits, préoccupations concurrents, préoccupations territoriales, préoccupations géographiques internationales. On avait créé d'ailleurs à l'époque dans le Nord-Pas-de-Calais un sous-préfet Toyota qui, à mes côtés, était chargé en permanence, comme je l'étais moi-même d'ailleurs, mais qui était chargé en permanence, 24 heures sur 24, 365 jours par an, donc de prendre en compte les problèmes de Toyota. Il y avait autour de moi donc une cellule opérationnelle comprenant des acteurs administratifs, des acteurs des collectivités locales donc, et des acteurs également de Toyota. Et chaque problème effectivement qui était évoqué trouvait très rapidement sa solution parce qu'il y avait justement cette synergie entre la sphère publique et la sphère privée. Moi, je me méfie beaucoup de cette mode qui consiste à partir d'un concept qui est à la fois, je dirais, pratique, mais en même temps relativement flou, de vouloir en faire une sorte de panacée universelle. On résout les problèmes économiques, on résout des problèmes moraux, on résout les problèmes éthiques, on résout les problèmes de l'État. Et est-ce que l'on pourrait prouver l'existence de Dieu par l'intelligence économique ? On ne répondra pas à la question aujourd'hui.
Donc voilà, vous avez eu un aperçu de différentes visions, mais celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc c'est celle du député Bernard Carayon, que j'invite maintenant à prendre la parole pour nous présenter à la fois donc son rapport et la démarche donc qu'il a entreprise. Merci, monsieur le directeur, et merci à vous tous de m'accueillir chez vous dans ce cadre prestigieux et au-delà des règles de courtoisie qui prévalent toujours quand on commence à s'exprimer devant un auditoire de cette qualité. Je voudrais tout simplement vous dire que je suis très heureux de partager avec vous, si ce n'est une passion, peut-être le sera-t-elle à l'issue de cette conférence, en tout cas un sujet qui est véritablement un sujet stratégique et qui est, je dirais, non seulement stratégique, mais en même temps extraordinairement méconnu des acteurs publics et français, quel que soit, je dirais, leur niveau de responsabilité. L'intelligence économique, vous en avez eu quelques traits, je dirais pas grossiers, mais parfois un peu caricaturaux dans l'expression empruntée par les personnes que vous avez vues défiler il y a quelques instants. Vous avez vu, je n'en ferai pas la litanie, des bons et des pas bons. Vous en avez vu qui sont d'une intégrité totale et d'autres dont l'éthique peut être sujette à caution, est sujette à caution. Parce que l'intelligence économique, c'est un monde où se côtoie le pire et le meilleur. Le pire et le meilleur. L'intelligence économique, faisons un peu de genèse, si vous le permettez. L'intelligence économique est une expression qui a été rendue populaire, si je puis dire, entre guillemets, par le rapport Martre, rapport conduit au sein d'une commission du Commissariat général au plan en 1994 et présidé par Henri Martre, qui était à l'époque encore président, je crois, de l'Aérospatiale. Cette réflexion a conduit au rapport donc de ce nom, a fait un certain nombre de propositions et en particulier a donné une définition de l'intelligence économique à partir de laquelle sont nées bien des ambiguïtés dans le fond et bien des difficultés. Et j'ajouterais que de cette époque date le début des impuissances ou des naïvetés françaises lorsqu'on parle d'intelligence économique. L'intelligence économique est conçue en France, si vous voulez, sous un angle double, soit alternatif, soit cumulatif. Tantôt, c'est de l'espionnage, parce qu'on retient l'intelligence économique dans son acception anglo-saxonne, intelligence, le renseignement, et ça nous renvoie à ce que j'appelle habituellement les barbouzeries d'officine, c'est-à-dire le vol de documents, les intrusions dans les réseaux informatiques, les petites saloperies que l'on peut faire. Bref, l'exploitation de la zone grise, comme on a dit pudiquement. Et puis, c'est aussi interprété comme une méthode d'entreprise au service des entreprises. C'est-à-dire une méthode de veille technologique, juridique, commerciale. Bref, une surveillance de la concurrence. Si l'intelligence économique, dont l'expression apparaît si ambiguë ou si sulfureuse aux oreilles de tous ceux qui en ont entendu parler au moins une fois, ne servait qu'à couvrir des méthodes d'analyse de la concurrence, ça serait à pleurer. À pleurer. Et à pleurer de rage. Parce que l'analyse de la concurrence, c'est quand même le réflexe naturel de tout entrepreneur digne de ce nom, ou de tout acteur, d'une manière générale, public ou privé, qui a besoin de savoir comment évolue son environnement. Enfin, je veux dire, encore une fois, utiliser une expression aussi ambiguë pour qualifier une méthode aussi banale, c'est à pleurer. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, en France depuis plus de 10 ans. Le marché n'est pas énorme. Quelques centaines de millions de francs, quelques dizaines d'entreprises, quelques centaines de consultants, là encore, où le pire côtoie le meilleur. Parfois des séminaires ou des consultations à des prix élevés pour des services rendus minables. Un monde où il y a de l'escroquerie, je le dis très franchement, et où il y a parfois des services
éminent. C'est bien le problème de l'intelligence économique dans notre pays. Mais le problème majeur n'est pas exclusivement la barbouzerie, les méthodes d'investigation de quelques cabinets anglo-saxons dont l'information remonte de manière très centralisée auprès d'acteurs publics anglo-saxons précisément. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça a été conçu comme une méthode d'entreprise au service des entreprises. Et ce n'est pas ça. On a confondu en France la fin et les moyens. Et je ne le dis pas dans une perspective, je dirais, idéologique, pour justifier quelque chose a posteriori. Non, je le dis tout simplement parce que partout dans le monde, c'est une politique publique au service des entreprises et des intérêts des nations supports. Partout dans le monde. Curieusement, la France fait exception. Pour nous, c'est une méthode de veille, un outil, et non pas une politique publique de défense de nos intérêts. Comme si dans le fond, vous voyez, nous étions... Enfin, dans le fond, cela reflète le tropisme français. Nous sommes très sociodémocrates lorsque nous nous efforçons de définir les règles économiques nationales et très libéraux lorsque nous portons notre regard sur les relations économiques internationales. Mais chez les anglo-saxons, c'est exactement l'inverse. Ils sont libéraux à l'intérieur et extrêmement interventionnistes à l'extérieur. En témoignent les dispositifs adoptés par nos grands concurrents, et en particulier par les Américains depuis la présidence Clinton. Aux États-Unis, vous le savez, le dispositif est extrêmement complet et répond à toutes les situations exigées par les entreprises. C'est le Conseil de sécurité économique, créé en 1993. C'est la loi Exxon-Florio qui permet de bloquer les investissements étrangers non désirés dans les entreprises jugées stratégiques aux États-Unis. C'est l'Advocacy Center qui coordonne toutes les pièces du dispositif public américain en faveur des entreprises. C'est le CFI-US qui permet là aussi de contrôler l'ampleur et la nature des investissements étrangers aux États-Unis. Ce sont les American Presence Post, c'est-à-dire ces ambassadeurs économiques situés dans des pays développés qui analysent les grands flux commerciaux, les objectifs économiques territoriaux. C'est l'utilisation des 15 ou des 17 agences de renseignement au service des entreprises américaines. Voilà, si vous voulez, quelques-unes des pièces du dispositif américain, mais qui reflètent, encore une fois, une vision extrêmement réaliste des relations économiques internationales et des intérêts des États-Unis. Pas de moralisme, pas d'éthique qui ne serait au service des intérêts commerciaux américains. Nous nous posons toujours les questions de manière libérale, je dirais, et morale. Nous croyons que le marché est unique et que doivent prévaloir de manière naturelle les critères classiques du marché, c'est-à-dire le prix et la qualité du produit. C'est vrai sur un certain nombre de marchés qui sont ce que j'appelle des marchés classiques. L'exportation de petits pois, l'exportation de chaussures répondent à ces critères. Mais quand on parle d'aéronautique, de défense, de pharmacie, d'énergie, d'agroalimentaire, nous ne sommes plus dans le même domaine. Parce que nous sommes sur des marchés qui ne sont pas seulement créateurs de richesses et d'emplois, qui ne sont pas seulement moteurs de recherche et de développement, mais de puissance et d'influence. Or, nous avons, de manière idéologique en France, et collectivement, une réticence à concevoir les relations économiques comme source également de puissance ou d'influence. Or, le monde, il est celui-là. C'est-à-dire que tous les dispositifs publics de nos grands concurrents sont mis à la disposition précisément de ces entreprises jugées stratégiques, parce que chez tous nos grands concurrents, on s'est efforcé de définir un périmètre stratégique des économies nationales. Alors nous sommes loin des visions irénistes et, pour tout dire, mondialisées, vous savez, de l'économie, One World, ce monde unique qui se construirait par la paix universelle. Nous sommes très loin d'un système kantien, c'est pas ça du tout. Depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, c'est-à-dire en fait depuis l'effondrement d'ailleurs du monde soviétique, les dispositifs publics se sont réorientés au service des entreprises américaines, anglaises, allemandes.
partout dans le monde, il y a eu une réorientation de l'activité des services de renseignement en particulier. Partout dans le monde, les dispositifs publics ont été mis au service de ce qu'on appelle familièrement, peut-être un peu vulgairement, pardonnez-moi l'expression, la guerre économique. Cette expression même qui parfois fait sourire ou parfois qui révulse, parce qu'encore une fois, on a peur de dire que derrière la compétitivité, la compétition entre entreprises, il y aurait en plus de la compétition entre États. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Alors, au service de ces intérêts, il y a, je vous l'ai dit, des méthodes extrêmement hétérogènes, certaines qui partent, je dirais, de l'exploitation de l'information ouverte jusqu'à l'exploitation d'informations grises ou noires, c'est-à-dire soumises au seul examen des services de renseignement. Mais c'est le monde tel qu'il est. Je crois. Il ne faut pas s'imaginer que le monde, encore une fois, les relations économiques internationales sont animées exclusivement par de bons sentiments et par, je dirais, une compétition dans la bonne humeur. C'est pas cela. Alors, je suis arrivé à cette analyse de manière, je dirais, très pragmatique. J'ai regardé avec une équipe de collaborateurs comment fonctionnaient les autres. J'ai créé un petit groupe autour de moi d'experts publics ou issus d'entreprises. J'ai créé à côté, en marge des activités d'un groupe officiel, un petit groupe issu des services de renseignement, des gens travaillant dans des entreprises spécialisées, dites d'intelligence économique. Auditionné 360 personnes, des bons et des pas bons, des éthiques et des pas éthiques du tout, des Français et des étrangers. Pratiquement toute la brochette là, a été auditionnée, celle que vous avez vue sur l'écran. La moitié à peu près des dirigeants du CAC 40, et puis des patrons de PME, des politiques et des syndicalistes, etc. Et je me suis efforcé, à travers les propositions que j'ai présentées au Premier ministre, 36 ou 37, je ne sais plus, d'abord qu'elles répondent à deux objectifs. Le premier, être opérationnel, et deux, d'être gratuites. Parce que si elles n'étaient pas gratuites, dans ces périodes de disette budgétaire, j'aurais peu de chances d'être crédible. Et ensuite, je me suis efforcé que ces propositions soient très concrètes, c'est-à-dire qu'elles soient susceptibles d'être activées très rapidement. C'est le cas de plusieurs d'entre elles, et j'évoquerai ce sujet tout à l'heure en conclusion. Mais surtout, ces propositions ont été, je dirais, validées par leurs usagers ou leurs destinataires naturels. C'est-à-dire, je me suis efforcé que chacune d'entre elles réponde à un véritable consensus technique et puis bien sûr politique et syndical. J'ai auditionné aussi bien d'anciens ministres des Finances ou d'anciens premiers ministres de droite que de gauche, des syndicalistes. J'en ai pas vu beaucoup malheureusement parce que c'était la période de la réforme des retraites et ils étaient, à l'exception de la CFDT, ils étaient occupés par la rue. La CFDT, elle s'était débarrassée du sujet un peu plus tôt. Bon, enfin, j'en ai vu d'autres dans des cadres amicaux. Bref, je me suis efforcé, si vous voulez, de créer les instruments d'une nouvelle politique publique au service de nos entreprises et des intérêts de notre pays et de ses alliances, mais dans un cadre consensuel. Toutes ces propositions ont été donc validées, je vous le dis, par leurs usagers ou leurs destinataires naturels. Il n'y a pas de scandaleuse, pour résumer. Alors, l'intelligence économique, politique publique au service des entreprises, au service des intérêts de notre pays, Quesaco, comme on dit en Midi-Pyrénées, comme on dit chez moi en Occitanie. Vous savez, il y a eu des centaines de définitions d'intelligence économique. J'en mets quelques dizaines à l'issue de mon rapport. Beaucoup sont incompréhensibles, choucrouteuses, comme je disais à mes étudiants quand leurs propos laissaient apparaître des incohérences ou des choses un peu lourdes. Mais je crois qu'il faut simplement définir l'intelligence économique par son contenu. Hein, c'est de la sécurité, de la compétitivité, de l'influence et de la formation sur les marchés stratégiques. Encore une fois, il y a certes des outils d'intelligence économique qui sont mobilisables par l'ensemble des acteurs économiques, en particulier par des entreprises qui produisent des petits pois ou qui fabriquent des chaussures. Ce sont des outils, outils classiques de veille, sur la technologie desquels je
n'est pas affaire de commentaires, il y en a des bons, il y en a des moins bons. En tout cas, c'est du classique, c'est des analyses de marché classiques qui ne justifient pas, je dirais, ni l'utilisation de vocables anglo-saxons qui sont un peu prétentieux, ni des tarifs qui sont souvent prohibitifs. C'est du classique. Il ne faut pas que les patrons de PME ou les directeurs généraux de chambres consulaires se fassent, ou les étudiants se fassent miroiter les choses qui ne méritent pas le détour. Bon. Et puis, il y a une politique publique d'intelligence économique qui est une politique de mise en réseau et de mise en réseau à la fois des experts publics et privés, de mutualisation des informations publiques d'abord, puis des informations publiques et privées au service d'intérêts clairement identifiés qui relèvent de ce que j'appelle le périmètre stratégique de l'économie française. Alors qu'est-ce que c'est que ce périmètre stratégique ? C'est le même que celui de nos grands concurrents. Parce qu'encore une fois, ce qui est stratégique pour tout le monde. Ce n'est pas stratégique uniquement pour les Français, qu'on le comprenne bien. Quand je dis que la pharmacie c'est stratégique, c'est que pour les Américains, pour les Anglais et pour les Suisses, c'est stratégique. De la même manière que l'énergie est une économie stratégique. Il n'échappera à personne qu'il y a un certain nombre de conflits dans le monde qui ont été guidés par des perspectives énergétiques. Bon. La question des télécommunications, c'est la même chose. Les réseaux, c'est la même chose. Parce que par les réseaux, on rentre dans les villes, on rentre dans les dispositifs publics. C'est une source d'information considérable. Même chose pour la défense, évidemment, ou pour l'aviation civile. Bref. L'économie stratégique, elle est stratégique pour tout le monde, et donc il est nécessaire qu'un jour les Français comprennent qu'il faut mettre le paquet sur un certain nombre de secteurs industriels ou de secteurs scientifiques qui en valent le coup. Pourquoi ? Parce que ce sont des économies qui ont du sens, qui sont porteuses de puissance et d'influence. Encore une fois, ce sont des termes comme celui de guerre économique qui ne plaisent pas, mais c'est la réalité. Le fait, par exemple, que les Américains exercent une hégémonie totale sur les métiers de l'Internet et de l'informatique est une question qui porte du sens. Hein. Et il serait heureux que Français ou Européens conduisent dans le domaine, par exemple, des biotechnologies ou dans l'industrie du savoir des efforts comparables à ceux qu'ont conduit les Américains eux-mêmes il y a 10 ans et qui leur donnent des positions extrêmement confortables dans la compétition internationale. Le fait, par exemple, que certains métiers, comme les métiers de l'audit, du conseil, le métier d'avocat, le métier du contentieux, les métiers de la certification, de la normalisation, de l'assurance, du courtage d'assurance soient aussi majoritairement entre les mains des anglo-saxons, est porteur de sens. Il ne s'agit pas de dire c'est le diable, etc. Il s'agit simplement de comprendre qu'il n'est pas indifférent que nos grands concurrents exercent une sorte de monopole technique dans un certain nombre de métiers qui sont des métiers stratégiques. Je ne parle même pas des fonds d'investissement ou des fonds de pension qui sont étrangers à la culture française en particulier. Je parle des fonds de pension pour des raisons idéologiques. Mais là, encore une fois, Français comme les Européens sont dans des situations de vulnérabilité phénoménales. Encore une fois, parce que certaines activités économiques sont profondément singulières en ce qu'elles portent du sens. Très curieusement, la doctrine économique, ou la doctrine au sens universitaire du terme, ou la doctrine de l'État, ne font pas apparaître cette distinction entre les activités stratégiques de celles qui ne le sont pas. Nous n'avons jamais, à une exception près, entrepris de définition du périmètre stratégique de l'économie française, une exception près encore limitée, c'est l'époque où un ministre de l'Industrie, Franck Borotra, a défini une liste des 100 technologies clés pour l'avenir. C'était un effort qui allait dans le bon sens, mais cet effort ne revêtait pas un caractère interministériel et donc n'avait pas été adossé à suffisamment d'expertise publique pour être véritablement scientifique. Mais de la même manière, les expertises privées n'avaient pas été sollicitées. Or, on ne peut pas identifier ce qui est stratégique dans l'économie d'un pays sans s'adosser évidemment à des expertises croisées, qu'elles soient issues du secteur privé ou du secteur public. De la même manière que l'État n'a pas eu de doctrine et n'a pas défini de périmètre stratégique, l'État n'a jamais défini de méthode qui permet de mutualiser les informations publiques dont il est producteur.
les conflits entre les administrations font partie de l'histoire de France, que ce soit entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, entre le ministère de la Recherche et le ministère de l'Industrie, entre le ministère des Finances et tous les autres. C'est une lutte sans merci. De la même manière que l'histoire de ces conflits est véritablement sédimentée, il y a entre le public et le privé, là aussi, des conflits qui sont historiques. Le public considère avec mépris le monde marchand, le secteur de l'entreprise, qui ne répondrait pas à cette logique d'intérêt général que représenterait de manière monopolistique l'État, et de l'autre, le secteur privé considère là aussi avec un certain mépris les acteurs publics en considérant qu'ils ne connaissent rien aux règles du marché ni à la psychologie de ces acteurs. Il y a d'ailleurs dans tout cela un petit peu de vrai, mais je veux dire, on ne peut pas non plus construire une politique de défense de ses intérêts vitaux, de promotion de nos intérêts économiques par la guerre. Et c'est la raison pour laquelle l'intelligence économique, une politique publique d'intelligence économique, est aussi une entreprise de pacification des relations entre les administrations publiques et entre le public et le privé. Une méthode aussi de valorisation de celui qui donne l'information plutôt que de celui qui la retient. Imaginez que c'est déjà dans l'entreprise c'est compliqué, mais alors dans le public, je veux dire que ça ne sera pas commode à monter, mais pourtant c'est la clé du succès. C'est en quelque sorte, cette politique d'intelligence économique, c'est une politique de métissage de cultures publiques et privées, et d'identification des objectifs stratégiques, des intérêts vitaux. Alors, vous me direz, les intérêts vitaux, qu'est-ce que c'est là ? Vous savez, l'indépendance d'une nation, quels que soient tous les discours qu'on peut tenir sur la légitimité des alliances, sur la mondialisation des échanges, etc., est au cœur de toutes les politiques d'État. Il n'y a pas d'État qui n'ait une politique d'indépendance ou de préservation de l'indépendance de ses choix. Il n'y en a pas. Même l'État le plus libéral au monde cherche à préserver l'indépendance de ses moyens d'action. Il n'y a pas une seule exception. Je veux bien être pris en défaut, mais là, vous ne trouverez pas un seul exemple dans le monde où un État ne cherche pas, ou alors c'est pas un État, hein. C'est la Géorgie d'il y a quelques mois, vis-à-vis de la Russie. Mais il n'y a pas un exemple. Pour une raison simple, c'est que, d'abord, parce que c'est dans le droit positif de tous les États, nous, dans notre droit constitutionnel, la Constitution, la Constitution de 58, dans le droit positif aussi, puisque les infractions à un certain nombre de règles de protection du secret portant sur les intérêts stratégiques fait l'objet de condamnations pénales, c'est l'article, je crois, 420 du Code pénal. Bref, il y a un corpus juridique, il y a du droit positif dessous. Bon. Et ben, dans tous les États, c'est la même chose. On cherche toujours à préserver sa latitude d'action. Bon. Eh bien, l'économie stratégique participe naturellement de cette politique d'indépendance qui fait le propre de tous les États-nations. Vous savez, si demain nous n'avons plus d'industrie pharmaceutique française ou européenne, ben nous achèterons aux Américains la totalité de nos produits ou des produits qui sont stratégiques. Voyez la situation de l'Afrique, qui est obligée de tout acheter. Voyez combien la politique étrangère d'un certain nombre de ces États est tenue par de grandes entreprises et derrière par un certain nombre d'États. C'est ça la réalité. C'est comme ça qu'on mesure le degré, je dirais, d'importance, l'importance que l'on donne à une politique d'indépendance nationale ou d'indépendance européenne. Si demain nous n'avons plus d'industrie pharmaceutique européenne, encore une fois, le niveau de nos équilibres sociaux dépendra de nos fournisseurs. C'est dire combien la compétitivité et la cohésion sociale sont liées. Et ce n'est pas un hasard si ce rapport, je l'ai intitulé compétitivité et cohésion sociale. Ils sont intimement liés. Et c'est ça qui est à la fois extraordinaire, si vous voulez, dans l'histoire de cette notion d'intelligence économique ou de cette politique publique maintenant, c'est que ça a été longtemps un machin informe, alors qu'en réalité, derrière l'intelligence économique, il y a une véritable grille de lecture des relations économiques internationales, et dans le fond, une réponse aux questions qu'on ne peut pas manquer de se poser quand on est un citoyen responsable. Quel dessein, quelle figure aura mon pays, ou auront mon pays et les alliances de mon pays dans 20 ans ? Quel destin aussi, au-delà du dessein, quel destin aura mon pays ? Est-ce que celui-ci peut conserver des marges
d'action, une liberté, une identité, dans un cadre national ou dans un cadre européen ou dans un cadre élargi? Est-ce que ça vaut le coup ou non de se battre pour ça? Ou est-ce que nous devons finalement renoncer à exister? Croyez-moi, ce type de questions, nous sommes peut-être les seuls à nous les poser. Sans doute les seuls. Parce que les Chinois, maintenant, qui se forment aux États-Unis, ils reviennent en Chine. Avant, ils restaient. Maintenant, pour 50% d'entre eux, au bout de 2 ans, ils reviennent en Chine. Les Indiens, c'est exactement la même chose. Alors, on peut raconter toute une série de salades, encore une fois, sur la mondialisation des échanges, l'homo universalis, etc. Bon, c'est bien, mais ça ne correspond pas à la réalité, ça ne correspond pas aux faits. Alors, les uns et les autres, vous êtes étudiants, hommes d'entreprise, serviteurs de l'État. Je crois qu'il faut que vous vous posiez ces questions. Il y a des moments comme ça où il faut se poser des questions essentielles. Vous savez, bon, on se pose parfois dans des endroits incongrus ou dans des soirs entre amis, après quelques verres. Bon. Mais il faut toujours se poser ces questions. Je veux dire, si cette conférence aura servi peut-être à quelque chose, c'est au moins à ce que vous posiez ces questions fondamentales. Quel visage aura mon pays? Quel visage aura l'Europe dans 20 ans? Ben oui, ce sont ces questions-là qui se posent à travers, en particulier, les ressorts de l'économie. Alors, pour conclure, pour esquisser une conclusion, parce qu'on conclura ensemble à travers vos questions, cette politique publique, aujourd'hui, elle se construit. C'est construit d'abord par la désignation d'un monsieur intelligence économique, sur l'expression consacrée et moderne, qui a été désigné par le Premier ministre sur décret du Président de la République. Bon. Deuxièmement, le ministère des Affaires étrangères, dans sa réforme, intègre également la dimension d'intelligence économique. Et en clair, Dominique de Villepin veut donner à la diplomatie économique aujourd'hui du contenu et du sens. Troisièmement, dans la loi côté ministère des Finances, dans la loi sécurité financière du 1er août 2003, l'article 78, sur ma proposition, lift les dispositions du décret de loi de 1939 sur la protection capitalistique des industries de défense. Quatrièmement, le ministère de la Défense a engagé une réflexion sur les dépendances technologiques françaises dans le domaine de la défense. Cinquièmement, le ministre de l'Intérieur a engagé 5 expérimentations régionales, c'est-à-dire que dans 5 régions de France, l'Aquitaine, l'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées évidemment et Alsace, on va créer en quelque sorte des laboratoires d'expérimentation de l'intelligence économique territoriale. On va faire travailler les gens ensemble, identifier les acteurs, définir les méthodes et promouvoir des services et des prestations au bénéfice des entreprises de ces dites régions. Sixièmement, je ne sais plus si j'ai été au 5e ou au 6e, vous allez me corriger, 6e peut-être, le Premier ministre a demandé à tous ses ministres, par instruction ayant écrite, de faire auditer et de durcir tous les réseaux publics d'information et de communication. Bon, ce qui n'était pas inutile. Et puis enfin, je suis en train de créer une fondation d'entreprise qui permettra de mutualiser des informations publiques et privées sur des sujets liés aux grands enjeux de la mondialisation, de former aussi sur des questions très opérationnelles, très concrètes, les dirigeants de quelques-uns des premiers groupes industriels ou des grands laboratoires scientifiques français. Cette fondation aura également pour vocation de promouvoir des talents parmi les jeunes issus des écoles d'ingénieurs, de l'université ou des écoles de commerce. Et d'offrir également des stages ou des perspectives professionnelles dans les groupes qui constitueront l'actionnariat de ma fondation. Je souhaite d'ailleurs que la question de l'audit des enseignements soit engagée le plus rapidement possible et que l'on ne laisse pas des jeunes s'enfermer dans des filières ou dans des enseignements qui n'ont pas été préalablement validés, identifiés comme étant de qualité. Ici, j'ai pas de critique à faire, tout ce qu'on fait ici est tout à fait exemplaire, mériterait d'être dupliqué, mais ce n'est pas le cas partout.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis forcément incomplet. Je reviendrai sur tout ce que j'aurais oublié, je l'espère, à travers vos questions. Je vous remercie. Avant de laisser la parole au public, on va réagir rapidement sur ce que vous avez dit. Tout d'abord, vous avez évoqué l'ensemble des changements qui sont intervenus à la tête de l'État à la suite de la publication de notre rapport. Mais j'aimerais savoir si ces changements concernent aussi le domaine européen. À savoir, est-ce que finalement l'intelligence économique ne peut pas s'interpréter comme une politique qui devrait agir non plus seulement au niveau national, mais dans un cadre communautaire, comme une politique qui deviendrait de Bruxelles, avec une coopération entre différents États et les entreprises européennes? Alors, il faut savoir que Bruxelles n'est pas demandeur, parce que la politique de Bruxelles, c'est une politique strictement libre-échangiste, qui a toujours consisté, enfin en tout cas depuis au moins 20 ans, à limiter toutes les formes de concentration d'entreprises, même au bénéfice d'entreprises européennes à dimension mondiale. Bon, c'est comme ça. Il n'y a jamais eu à Bruxelles de stratégie industrielle, a fortiori de politique industrielle, même si Mario Monti commence aujourd'hui avec beaucoup de prudence à évaluer sur le sujet. Donc il ne faut pas attendre de Bruxelles une politique d'intelligence économique qui s'exercerait au bénéfice des groupes industriels européens, parce que ce n'est pas dans sa philosophie ni dans les formes de sa constitution. Alors, qu'il y ait une dimension européenne aux politiques nationales d'intelligence économique m'apparaît évidente. Et je crois savoir d'ailleurs que dans un État dont la France est proche, on va désigner également ou créer une structure analogue à celle que nous venons de créer en France, d'intelligence économique. Je pense qu'il faut multiplier les partenariats, mais dans ce domaine-là, il faut faire de la coopération à géométrie variable. Il ne faut pas faire d'idéologie, faire de l'européen pour faire joli, pour mettre un petit drapeau en bas d'un drapeau européen ou au bas d'un formulaire de publicité. C'est pas la construction d'une route dans le Tarn ou dans le Lot-et-Garonne. Il n'y a pas du financement croisé par nécessité idéologique. Il faut répondre à des objectifs industriels. Je crois que s'il doit y avoir des politiques d'intelligence économique européennes, ça doit être au service d'objets industriels clairement identifiés, comme l'ont été autrefois le TGV, Airbus, le Concorde, etc., soit en bilatéral, soit en multilatéral. Donc c'est sur des objets industriels bien identifiés ou sur des projets scientifiques bien identifiés qu'il faut monter des accords de cette nature. Alors, à ce sujet-là, vous évoquiez le TGV, les grandes innovations qui ont marqué la France sous les mandats de Gaulle, Pompidou. Est-ce que finalement l'intelligence économique ne marque pas une sorte de retour du plan, version plus moderne, remise au goût du jour avec la mondialisation et les circonstances que nous connaissons aujourd'hui? Alors, si c'est du Gosplan dont vous parlez, sûrement pas. Pas du tout, le plan de la française... J'ai bien compris, c'était une plaisanterie. Just a joke. Le plan à la française ou le Gosplan, peu importe, je crois qu'il faut pas mettre de la rigidité, là où au contraire il faut être souple, félin et manœuvrier. Il faut être adroit. Il ne faut pas construire des cathédrales là où on a simplement besoin de chapelles. Il faut faire encore une fois monter des dispositifs où l'information circule librement entre le public et le privé, où les lieux de mutualisation sont clairement identifiés et connus des acteurs bénéficiaires, où les procédures soient transparentes pour les bénéficiaires. Mais faire du plan, de la planification, non, c'est pas efficace. De la planification au sens entrepreneurial du terme, bien sûr, c'est-à-dire définir une stratégie, bien identifier les acteurs partenaires de cette stratégie, s'assigner des objectifs dans une chronologie, ça, d'accord, ça c'est une planification d'entreprise. Dans ce sens, bien sûr, il faut faire de la planification. Quand je parle de la nécessité de définir un périmètre stratégique de l'économie française, il ne s'agit pas de faire un truc définitif, où pendant 15 ans, on va considérer que c'est telle industrie ou telle filière industrielle qu'il faut privilégier au détriment des autres. Ça, ce serait absurde. Il faut faire au contraire une planification souple, incitative, indicative, mais sûrement pas de la planification rigide, à la française ou à la soviétique, a fortiori. Moi, j'aurais une question concernant la formation, en fait. Quand on lit votre rapport, quand on entend vos discours, on sent effectivement que vous relevez les carences qu'il peut y avoir à la fois dans l'enseignement et dans la culture de l'intelligence économique en France.
Ces carences, comme vous le dites très bien, relèvent aussi d'une chose, c'est l'assimilation qu'on fait entre donc, le renseignement et l'intelligence économique. C'est un élément qui génère donc, un sentiment parfois de peur et de rejet, notamment auprès des dirigeants français. Donc j'aimerais savoir, dans le cadre des 7 points donc, que vous avez évoqués, notamment au travers de votre fondation, comment est-ce que vous envisagez finalement de redéfinir l'intelligence économique, sachant que dans les propositions que vous faites, il y a une part de militaire. Alain Juillet, donc le monsieur économique, monsieur Hideux, pardon, a quand même une origine militaire à la base, du renseignement. Donc, comment est-ce que vous couplez ça, en fait, justement, ce métissage dont vous parliez, privé-public, et à la fois, je dirais, militaire-civil? Bon, d'abord, le renseignement n'est pas une activité honteuse, hein, c'est un service public. C'est un service public et qui est un aussi vieux métier dans le monde que d'autres, aussi connus. Il n'y a pas un seul État qui ne se soit privé de ce type de service. Bon, qui répond donc bien à une nécessité. Deuxièmement, Alain Juillet a été aussi, permettez-moi de vous le rappeler, dans l'industrie, même principalement dans l'industrie pendant 40 ans. Il a pu avoir d'autres activités en parallèle, mais il a été pendant 40 ans dans l'industrie, en particulier dans l'industrie agroalimentaire. Alors, je crois que c'est vrai, l'intelligence économique a besoin de se dépouiller de l'image que j'évoquais tout à l'heure, à la fois comme outil de veille exclusivement ou comme outil de barbouzerie. C'est pas facile, d'autant plus que je n'ai pas trouvé une expression alternative à celui d'intelligence économique. C'est pas forcément un défaut parce que, et je veux pas m'exonérer de responsabilité, c'est pas forcément un défaut parce que même si la marque n'est pas bonne, c'est parfois risqué de changer de marque. Vous savez, Perrier a eu des soucis aux États-Unis, d'ailleurs dans le cadre d'une opération bien connue d'intelligence économique, un cas d'école classique, et Perrier n'a pas changé son nom, et n'a jamais songé à changer de nom. Bon. Et c'est rare, une entreprise qui change de nom à l'issue d'un problème. Pour l'intelligence économique, c'est la même chose. C'est pas terrible comme expression, ça reste ambigu. Alors il faut faire un effort, c'est vrai, un effort de compréhension, un effort de pédagogie. Vous savez, si je viens devant vous aussi, c'est pour faire de la pédagogie. C'est une activité totalement bénévole, comme je vous le disais cet après-midi, et désintéressée, parce que mes électeurs m'attendent aussi, surtout en ce moment. J'ai besoin de faire de dessin, et donc si je le fais, c'est aussi parce que j'y crois profondément. Et d'ailleurs, vous le savez bien, on ne fait bien que ce qui est nourri par une aspiration désintéressée. Alors, je crois qu'il faut que les expérimentations régionales donc, qui sont engagées permettent de bien identifier, je dirais, les réseaux, de bien construire les réseaux qui vont permettre eux-mêmes de populariser, de clarifier l'expression de l'intelligence économique. Il faut jouer à fond la décentralisation là-dessus, à fond. On peut construire des choses au plan national concernant les grandes industries stratégiques françaises, dont les relations avec les services publics classiques, défense, intérieur, ministère des Finances, Affaires étrangères, sont clairement identifiés. Bon, ça ne posera pas de problème. Le problème se pose dans les régions. Et donc dans les régions, il faut que les dispositifs soient très décentralisés, qu'ils s'appuient à la fois sur les services de l'État et sur les services des exécutifs régionaux, et vendus ou promus par les entreprises elles-mêmes, par les chefs d'entreprise elles-mêmes. Rien de pire que de construire un machin administratif où l'on vendrait de la compétitivité économique. Ce n'est pas à l'administration de vendre de la compétitivité économique. L'administration, elle est là pour faciliter, pour mettre à disposition des entreprises peut-être des outils, mais surtout de l'information, pour faciliter les choses, en tout cas pas pour agir à la place des entreprises. C'est aux entrepreneurs eux-mêmes, dans un cadre qui doit être défini, dans un cadre où les priorités sont définies par les élus et par les représentants de l'État, mais c'est aux entreprises de vendre des méthodes et des circuits ou des réseaux à la disposition des entreprises. Alors, si j'ai bien compris, ce que vous dites appelle à un changement de culture au sein des structures étatiques. Et est-ce que les fonctionnaires, ou du moins l'État, est prêt à se réformer pour accepter les idées de l'intelligence économique ? Vous savez,
quand j'ai procédé à mes auditions, il n'y en avait pas beaucoup qui savaient ce que ça voulait dire. Et pourtant, j'ai interrogé aussi certains des meilleurs, hauts fonctionnaires, les mecs les mieux formés, les plus balèzes dans leur secteur, etc. Bon, je ne sais pas ce que c'était, ou alors vaguement. Bon. C'était incohérent dans leur esprit. Mais comme tout le monde, les dirigeants d'entreprise, les 10 plus fortes capitalisations, ils ne savent pas tous que c'est. Ils savaient pas tous que c'est. Donc il ne faut pas avoir de complexe. Hein. Si vous ne savez pas, c'est normal. Hein. Ça peut se guérir. Mais c'est normal. Hein. On en est là, mais il faut savoir qu'on a 10 ans, 15 ans de retard sur les autres. 10 ans ou 15 ans de retard sur les autres. Aux États-Unis, la question ne se pose pas. En Angleterre, n'en parlons pas. En Allemagne, en Suède, depuis 40 ans. Au Japon, depuis 100 ans. En Chine, depuis toujours. Alors, vous savez, bon, il faut être humble. Hein. Alors, oui, l'intelligence économique, c'est un exercice d'humilité dans notre pays. Alors, quelle était votre question d'ailleurs ? Savoir si finalement l'État, les alors, si l'État peut changer, locale... il faut donner des ordres aux fonctionnaires. Les fonctionnaires sont faits pour obéir. Hein. Oui, toutes les difficultés actuelles mais je sais. Que l'État a réformées. Oui, mais on ne réforme pas l'État parce qu'on oublie de donner des ordres aux fonctionnaires. Les fonctionnaires sont ravis quand ils reçoivent des ordres et des instructions, parce que c'est sécurisant. Et parce que ça correspond, dans le fond, à la nature de la psychologie du fonctionnaire. Le fonctionnaire souffre de ne pas recevoir d'ordre. Mais des ordres légitimes, hein, j'entends. Hein, ce pas des ordres scandaleux. Culturellement, est-ce que c'est possible de donner un ordre pour modifier une culture Attendez. Moi, dans toute ma vie professionnelle, j'ai donné des ordres et j'en ai reçu. Et heureusement, que ce soit dans le privé ou dans le public. Quand je disais à un étudiant, tu vas bosser parce que sinon c'est dehors, il bossait. C'est pas un changement de culture de. Mais dans l'entreprise c'est pareil. Attendez, j'étais chez Rothschild, je peux vous garantir, c'était peut-être dans un cadre feutré qu'on donnait des ordres, mais on donnait des ordres et c'était respecté. Mais c'est normal, dans toute entreprise publique ou privée, il y a celui qui donne des ordres et celui qui en reçoit. Simplement, il faut le faire dans un cadre qui soit légitime. Il faut le faire, encore une fois, avec les formes qui permettent à celui qui reçoit les ordres d'être conscient qu'il participe à un dessein collectif. S'il n'y a pas une participation, c'est ça également la valeur de l'intelligence économique, c'est qu'il y a une chaîne d'intérêts communs du haut en bas de la hiérarchie. Si dans une entreprise stratégique, il n'y a pas une sensibilisation de l'employé le plus modeste au niveau le plus élevé de la hiérarchie, ça ne peut pas marcher. S'il n'y a pas une cohérence dans la défense des intérêts de la société ou de la promotion de ses valeurs, ça ne peut pas marcher. Hein. C'est pour ça que l'intelligence économique, partage d'informations, c'est aussi un partage de responsabilités. Et c'est pas un hasard si j'ai eu un consensus syndical également sur ces propositions, autant qu'un consensus politique ou qu'un consensus technique. Alors à l'exception évidemment de quelques vendeurs de soupe sur le net qui m'ont reproché de ne pas parler de leur logiciel, de leur technologie, etc. Bon, les technologies qui de toute façon seront obsolètes et remplacées dans 3 ans par d'autres technologies plus avancées, etc. C'était pas mon rôle de vendre des salades. Hein, bon. Je veux dire, mais à l'exception, si vous voulez, de quelques marchands de trucs, hein, marchands du temple, il y a eu un véritable consensus parce que c'est un processus de valorisation de l'information et de partage de l'information. Mais ce partage se fait de manière transversale et non pas simplement de manière verticale. C'est pour ça que c'est une méthode de pacification. Ça ne peut marcher que s'il y a une adhésion à un objectif commun, communément partagé. Voilà. Alors sur les ordres, j'étais un peu caricatural volontairement, c'était pour vous dérider. Hein. On va peut-être passer aux questions de la part du public. Étudiants. Oui, bonsoir Monsieur le député. Je suis le cursus d'entrepreneurial à l'EM Lyon et justement je suis créateur d'entreprises en valorisation de ressources naturelles, notamment dans les domaines d'application scientifiques, pharmaceutiques, cosmétiques, c'est-à-dire dans les domaines à forte valeur ajoutée que vous avez cités tout à l'heure et qui risquent de nous échapper. Je voudrais faire un petit témoignage avant de poser mes 2 questions. C'est qu'en fait, sur ma route, je croise énormément d'acteurs
pas très loin, pas seulement anglo-saxons et américains, mais allemands aussi, qui font le trait d'union entre tout ce qui est institutions de recherche, académiques ou autres, et qui font la promotion des entreprises nationales dans les pays où ils font le conseil sur la valorisation de ressources naturelles, ce qui manque énormément à la France. J'ai écrit une note en ce sens au président de la commission économique du Sénat. Deux questions que je vais poser. C'est la première, c'est sans tomber dans la paranoïa. Est-ce que l'affaire Vivendi Universal et tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé aux États-Unis, ça relève de l'intelligence économique et de périmètre stratégique? Et la deuxième question, c'est qu'on parle d'intelligence économique, mais est-ce que le potentiel stratégique de la France peut suivre aussi, c'est-à-dire la diplomatie, la force militaire derrière, pour imposer un certain nombre de choses aussi. Je ne parle pas au niveau français, je parle au niveau aussi de la présence des entreprises françaises ailleurs dans le monde, certainement dans des pays qui sont amis aussi. Alors, première question, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un esprit américain s'imagine lui-même qu'Hollywood ne soit plus américain? Et vous avez la réponse à la question. Voilà. Deuxième réponse. Alors la deuxième question, je n'avais pas très bien compris le sens, pardonnez-moi. Je parle de potentiel stratégique d'un pays, pas seulement de son périmètre stratégique. Le potentiel stratégique, je le définis par en fait la force diplomatique d'un pays comme la France et le corollaire qui est un peu la force de persuasion, qui est plus ou moins militaire, oui, mais économique aussi. C'est surtout ça aussi. Donc, voir un peu est-ce qu'on peut suivre un peu la démarche que vous avez initiée en termes d'intelligence économique. Pour la simple raison, c'est que j'étais par exemple à Beyrouth dans une mission, et la mission économique de l'ambassade, elle est extrêmement démunie par rapport, par exemple, à la mission culturelle, qui est 4 fois plus garnie que la mission économique de l'ambassade de France à Beyrouth, par exemple. Parce que on considère dans un certain nombre de postes diplomatiques que la priorité, c'est la question culturelle et non pas la question économique. Mais ça, notre représentant doit avoir ses raisons, et le Quai d'Orsay également. Il ne m'appartient pas de porter un jugement là-dessus. Est-ce que nous avons, à travers notre outil diplomatique, comment dire, la force de faire passer des messages? C'est ça votre idée? Écoutez, je ne sais pas si je vais répondre exactement à votre question. Moi, je crois que dans ce domaine de l'intelligence économique, il y a, comme dans le domaine de la dissuasion nucléaire, un pouvoir égalisateur. Cette fois-ci, non pas de l'atome, mais de l'information. Et qu'il y a une sorte de dissuasion du faible au fort qui s'exerce. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas les plus riches qu'on n'a aucune chance de protéger nos activités stratégiques ou de promouvoir celles-ci. La force de l'information, la difficulté à traiter l'information qui est réellement stratégique rend égaux ceux qui ne le sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus grand groupe industriel mondial peut être déstabilisé par une ONG ou une association de mecs qui sont motivés, bien informés et en réseau. C'est ça le truc. Je crois que la diplomatie française aurait tout intérêt à promouvoir l'idée de la paix économique après la guerre économique que nous vivons. C'est le rôle de la France que de promouvoir ou de faire promouvoir le respect des règles internationales et en particulier des règles commerciales internationales. Celles précisément qui, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, nous ont été imposées quand au départ nous ne le souhaitions pas tout à fait. Je crois qu'il faut aujourd'hui vanter l'utilité du respect des règles, dénoncer toutes les turpitudes de certains de nos concurrents ou de l'hyperpuissance américaine qui, quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001, et dans l'atmosphère qu'on a connue à l'époque, fait passer des dispositions très protectrices
de l'acier américain. Hein. À un moment, vraiment, on n'attendait pas ça. Bon. Donc, il faut dénoncer toutes les infractions aux règles équitables du commerce international. Et c'est, à mon sens, l'un des atouts de la France, l'une des postures diplomatiques que la France doit adopter. Je m'appelle Aristide Ouattara. Je suis étudiant en deuxième année, programme ESC. Alors, pour avoir fait un stage en audit, j'ai été interpellé par votre problématique concernant l'omniprésence des cabinets américains sur ce marché. Et effectivement, vu les flux d'informations qui circulent entre les cabinets américains et leurs correspondants en France, on a de quoi s'inquiéter effectivement sur ces informations stratégiques qui peuvent monter entre la France et les États-Unis. Et vous êtes député, et j'aimerais profiter de l'occasion pour savoir si l'État français a prévu quelque chose dans le sens de la protection justement de ces flux d'informations entre les cabinets américains et leurs correspondants en France. Parce qu'au-delà de cette mission de certification de compte, il y a des informations telles que le contrôle interne et les vues stratégiques des entreprises qui ne doivent normalement pas circuler entre les cabinets américains et leurs correspondants. Donc je ne sais pas si l'État français s'implique dans cette démarche. Il y aurait tout intérêt à ce qu'une réflexion française sur le secret des affaires, inspirée du Cohen Act américain, soit engagée. Et je me suis engagé dans cette direction récemment. Je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres formes de protection à espérer, parce que la fluidité de l'information fait partie de la vie économique. On va pas, vous savez, même le mur de Berlin a été franchi, et la frontière de la baie d'Assoa pendant la Seconde Guerre mondiale également. Donc je veux dire, il n'y a pas de frontière étanche, et dans le domaine de la circulation de l'information, il ne faut pas espérer élever des murs qui soient infranchissables. Il faut simplement que les acteurs soient responsabilisés, que les sanctions soient connues, et que l'éthique soit préservée. L'éthique, au même titre que le professionnalisme. Vous savez, pour garder un client, il faut aussi, ou pour en conquérir, il faut aussi donner des garanties. Donc, à ces cabinets, quelle que soit leur nationalité, de donner toutes les garanties techniques et éthiques, surtout, qui leur permettront de voir leur métier conforté. Oui, bonsoir monsieur, Baptiste Rivero, étudiant du programme ESC, je suis par là. Oui, donc ma question est la suivante. Avec la globalisation des marchés et la concurrence mondiale, on dit qu'un certain nombre d'intérêts des entreprises privées françaises s'opposent avec l'intérêt de l'État français. Donc finalement, qu'est-ce qui pousse qu'est-ce qui pousserait les entreprises privées françaises à collaborer avec l'État français dans le domaine de l'intelligence économique ? Mais d'abord, monsieur, elles le font, déjà. Elles le font, même si l'intelligence économique n'était pas encore jusqu'à présent une véritable politique publique cohérente, coordonnée, activée. Mais la collaboration entre certains services de l'État et nos entreprises, qu'elles soient dans le domaine stratégique ou non, est déjà une réalité. Lorsque la DRE vend des informations aux entreprises, c'est bien de la collaboration. Lorsque la DST, la Direction de la surveillance du territoire, à travers sa sous-direction du patrimoine, forme 45 000 personnes issues de l'entreprise chaque année à la sécurité ou à la défense économique, c'est bien une forme de collaboration entre l'État et les entreprises. Bon, donc, elle existe déjà. Il faut simplement l'optimiser, raccourcir les délais de traitement, améliorer le stock et les flux d'informations échangés, faire des tris ou une hiérarchie de priorité,
engager des investissements là où c'est utile, en particulier dans les industries du savoir, développer, je l'espère bientôt, des fonds d'investissement qui seront dédiés aux nouvelles technologies, rapprocher l'industrie et la recherche, optimiser l'enseignement, diffuser les bonnes pratiques et faire un rating des sociétés d'intelligence économique pour valider l'éthique et la technique de ces acteurs. Voilà, si vous voulez, les formes nouvelles que doit revêtir une politique publique d'intelligence économique. Alors, maintenant que justement les idées de l'intelligence économique ont fait leur chemin au sein des plus hautes instances étatiques, comment se fait-il qu'une fusion entre Sanofi, Syntelabo et Aventis pose autant de problèmes, alors même que justement elle s'inscrit dans une logique qui viserait à constituer un champion français de la pharmacie, créer une sorte d'indépendance nationale dans ce domaine? Je suis convaincu, j'ai réagi sur cette question, en particulier en réagissant aux propos de M. Sellière, le président du MEDEF, comme vous le savez sans doute, qui s'étonnait que le Premier ministre se soit exprimé sur cette question. Alors, créer effectivement un champion européen dans un domaine stratégique comme la pharmacie m'apparaît effectivement quelque chose de parfaitement cohérent, parfaitement légitime. Se donner les moyens d'avoir le 3e groupe mondial de pharmacie, c'est un objectif extraordinaire. Et la pharmacie répond encore une fois, je dirais, à la grille de lecture stratégique que l'on peut faire d'une activité industrielle, que ce soit à travers la recherche qui sous-tend cette activité industrielle, que ce soit à travers la partie vaccin ou biotox de son activité, qui est fondamentale, que ce soit à travers les arguments que j'ai évoqués tout à l'heure pour la pharmacie. Bon. Est-ce que ça pose un problème, ça pose un problème à ceux qui considèrent que la pharmacie est un marché classique, à ceux qui considèrent que de toute façon il n'y a que des marchés classiques. Et bien ça, il n'y a que les Français pour considérer qu'il n'y a que des marchés classiques. Parce que nos grands concurrents ne le pensent pas. Voilà. C'est ça la réalité. La triste réalité, c'est ça. Bon, là, il faudra intervenir pour quand même... Il faut intervenir. Écoutez, si... je ne veux pas créer une polémique, mais si certains n'ont pas compris qu'il y avait un schéma qui était privilégié dans l'intérêt de notre pays, de la construction européenne, industrielle, par les Français... Eh bien, ils n'ont pas compris qu'ensuite, ils auraient des problèmes. Ils auraient des problèmes. Et je pense, au départ, des problèmes syndicaux. Voilà. Les syndicats, eux, ont bien compris. Bonjour, monsieur le député. Je suis Samuel Janin, je suis un professionnel, je travaille dans le conseil en sécurité et le management de la sécurité de l'information. Et je voulais réagir au débat qui s'est installé sur la question qui était relative au cabinet d'audit américain. Il se trouve que j'y ai travaillé pendant quelques temps. Et il m'a semblé, je n'étais pas non plus dans le secret des dieux, qu'un des gros avantages de ces cabinets, c'était de partager des connaissances et des savoir-faire, mais on ne partageait pas d'informations sur nos clients. En revanche, l'ensemble des capitaux de ces cabinets sont détenus par des experts comptables, c'est un mot bien français ça, tous de nationalité française. Et certainement, ce sont des sociétés beaucoup plus françaises que certaines sociétés ou industrielles qui sont détenues par des fonds de pension américains. Donc, j'ai le sentiment que c'est un petit peu symptomatique d'une divergence entre la réalité du terrain, quand on parle de guerre économique, une société, et la perception qu'on peut en avoir, nous, Français, de cette guerre économique, c'est-à-dire se battre contre une société qui a des capitaux purement français, sous prétexte qu'elle a un pavillon américain, alors que d'un autre côté, on a des sociétés qui battent pavillon français, mais dont tous les capitaux sont américains. Je ne sais pas si j'étais très clair. On va essayer de faire comme si. Alors, non, mais dans le fond, vous êtes très clair. Vous dites, premièrement, il ne faut pas voir le mal partout. Vous avez raison. Pas voir le mal partout, il ne faut pas voir le diable là où il n'est pas forcément. Bon.
Je vous rappellerai simplement le mot de Baudelaire, la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Mais, sans faire de plaisanterie ou d'ironie, je veux dire, c'est actori incubit probatio, c'est-à-dire c'est à l'acteur de prouver sa bonne foi. C'est-à-dire c'est à celui qui vend des prestations de justifier qu'il respecte les règles d'éthique et les règles techniques. Et ceux sur lesquels pèse ou peut peser une suspicion doivent apporter plus de preuves encore que les autres. C'est commercial, et c'est comme ça. Ah. Et s'ils ne le font pas, eh ben, ils perdront forcément des marchés, parce que petit à petit, l'opinion publique des PME ou l'opinion des dirigeants de grandes entreprises va évoluer. Et je peux vous garantir qu'elle a déjà commencé à évoluer. Parce que ce que je vous dis là sur la méfiance ou la prudence qui doit guider le chef d'entreprise dans le choix d'experts comptables, etc., c'est un sentiment partagé par certains des plus grands dirigeants d'entreprise. C'est pas un truc que j'ai lu dans j'allais dire, un grand quotidien. Je ne vais pas citer de grand quotidien au détriment d'un autre, hein, mais c'est pas un truc de gazette, c'est pas un fantasme. Hein, c'est un truc qui est, encore une fois, perçu comme une vraie menace, un vrai problème par les plus grands dirigeants d'entreprises françaises ou européennes. C'est pas un gadget. Hein. Bon. Sur la question de la nationalité des entreprises, vous savez, il n'y a que les Français pour se poser ce genre de questions. Un Américain, un Anglais ne se pose pas ce type de questions. Il sait ce qu'est une entreprise américaine ou une entreprise anglaise. Et quelle que soit la nature la nationalité des managers, nationalité du capital, le lieu principal de production ou de recherche, etc. Il y a un faisceau d'indices, comme disent les juristes, pour déterminer la nationalité d'une entreprise. Bon. Mais la définition d'une entreprise ne répond pas uniquement à des critères objectifs, tels que ceux que je viens d'évoquer rapidement, mais des critères subjectifs. On sait quelle est la nationalité d'une entreprise. Attendez, je citais l'exemple tout à l'heure à certains de vos camarades cet après-midi. Quand Sodexo était aux États-Unis, il y a 100 000 salariés aux États-Unis, 100 000 salariés qui sont américains. Quand s'est déclenché le conflit contre l'Irak et que la position de la France était connue, il y a des Américains qui ont dit il faut que Sodexo, que l'on change de fournisseur pour l'armée américaine. Il est inadmissible qu'une entreprise française, en clair une entreprise de voyous, alimente nos jeunes qui sont en Irak. Bon. Ils ont identifié Sodexo comme une entreprise française, en dépit de ces 100 000 salariés américains. Alors, rapidement, les élus américains qui avaient des centres de production Sodexo sur leur territoire ont dit on déconne plus là maintenant. Hein, c'est une entreprise américaine. Bon, parce que ce sont des petits gars de chez nous qui travaillent chez eux. Hein. Bon. Donc ça a été corrigé. Mais le premier réflexe, c'était d'identifier Sodexo aux intérêts français. Parce que pour les Américains, la question de la nationalité, c'est une question qu'on ne se pose pas. De la même manière que le renseignement est une activité aussi naturelle que la respiration dans les pays anglo-saxons. Je veux dire, les rapports d'étonnement que font les Britanniques quand ils vont, je sais pas, au Pakistan, en Chine, c'est des choses qui sont normales. Quand vous allez, enfin, vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'aller un jour au service de contre-espionnage ou d'espionnage britannique, mais vous allez au MI5. Vous voyez dans une grande salle de traitement de l'information, vous voyez des types qui semblent sortis de l'armée des Indes avec des mecs à la grande moustache, etc. Et puis des petites nanas qui ont des anneaux dans le nez, des mini-jupes à des fesses, etc. C'est ça. Bon. Et ça fait partie du cursus classique d'une étudiante qui est sortie des meilleures universités britanniques ou américaines. Bon, culture totalement différente. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire la même chose, etc. Il faut simplement s'inspirer des meilleures pratiques, soit sur le plan éthique comme sur le plan technique. Il faut s'inspirer de ce qui marche. Il faut s'ouvrir un peu à l'international, aux pratiques internationales. Enfin, je dis ça devant des gens qui sont forcément convaincus de cette nécessité. Mais je veux dire, nos élites politico-administratives n'en sont pas convaincus. C'est ça le problème. C'est que la plupart de ceux qui nous ont dirigés depuis 25 ans, il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans tabou, connaissent faiblement le marché et encore moins les marchés internationaux. Bon. Donc, les pousser à évoluer, c'est pas facile. Croyez-moi, c'est pas facile. Si ça commence à évoluer un peu, il faut être content parce qu'on revient de loin.
On revient de loin. Voilà. Philippe Lecomte, monsieur le député, bonjour. J'interviens ici dans le cadre du programme d'appui à la création d'entreprises. Je suis un jeune créateur d'entreprise dans les métiers de conseil en ingénierie tertiaire. Cette réunion me donne envie de lire votre livre ou votre rapport, parce que je ne connaissais que peu de choses sur le sujet. Si l'on regarde concrètement par rapport à votre mission d'enquête auprès des entreprises du CAC 40, entre autres, je me souviens que aussi des PME. Hein. Oui. Je me souviens que le précédent président de L'Oréal, la dernière année de son activité, s'était nommé directeur de l'intelligence économique au sein de son entreprise pour essayer de la valoriser. Mais je crois qu'il est resté assez seul en guise d'exemple. C'est Robert Salmon qui était vice-président. Oui, excusez-moi. C'était Robert Salmon. Concrètement, vous nous dites dans vos mesures que, d'une part, un directeur de l'intelligence économique ou un monsieur intelligence économique a été nommé. D'autre part, que des agences régionales sont nommées en Alsace, en Aquitaine, PACA et autres régions. En France, nous avons encore, je pense, une culture, aussi bien une culture du commercial qui est assez négative encore, même si elle s'améliore, et une culture du renseignement qui est encore assez négative ou assez péjorative. Qu'est-ce que ces agences régionales, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que les départements vont mettre en œuvre concrètement pour valoriser, au même titre qu'on valorise la création d'entreprises aujourd'hui dans le discours et dans les faits, qu'est-ce que l'on va valoriser, je dirais, au nom de l'État, au nom des entreprises privées du CAC 40 ou des PME, PMI, pour concrètement mettre l'intelligence économique au cœur de l'entreprise, comme une réelle stratégie d'entreprise. D'abord, monsieur, je voudrais vous féliciter et vous encourager, aussi modeste soit cet encouragement, dans la création de votre boîte. Merci. Vous faites partie des aventuriers. Hein, c'est un effort qu'il faut saluer parce que c'est compliqué dans notre pays où on fait tout pour décourager justement ceux qui prennent des initiatives. Alors bravo. Deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que l'État a choisi pour lancer cette politique publique, non seulement de créer un homme qui est chargé de la coordination sur le plan national, mais de lancer simultanément des expérimentations en région. Parce qu'il faut d'abord que ça marche sur des petits territoires avant de généraliser un dispositif sur le plan national. Et d'autre part, il faut le faire dans un cadre régional parce que c'est le cadre qu'ont choisi les gouvernants qui se sont succédés pour le développement économique des territoires. Et dans le cadre régional, donc, l'idée, qui est très simple, c'est de s'appuyer sur ces deux pôles que constituent à la fois les services de l'État, donc de la préfecture de région, et du conseil régional, qui représente les élus, pour définir ce qu'on peut appeler un schéma régional d'intelligence économique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, avec qui, selon quelle méthode, au profit de qui. Hein, et porter par une agence régionale, elle peut s'appeler agence régionale ou institut, ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, et faire porter donc cette agence régionale par des entrepreneurs eux-mêmes. Parce que je crois qu'il ne faut surtout pas que ce soit l'État qui soit chargé de vendre un dispositif d'intelligence économique. Ce n'est pas que l'État soit incompétent, c'est que ce n'est pas son métier. Hein. Son métier, c'est de faciliter, c'est pas de faire. C'est de faire, à la limite, hein, ou de mettre à disposition des procédures, des bonnes pratiques, des informations, etc. Mais pas plus. C'est aux entrepreneurs qui ont le langage, hein, qui connaissent le marché, qui connaissent les acteurs, qui connaissent les problèmes, les contraintes du marché, qu'il revient de porter ce dispositif. Et c'est comme ça que l'intelligence économique dans les régions, et donc dans les territoires, enfin, ou les départements, pourra avoir quelques succès. Si on devait faire quelque chose à la fois de centralisé et d'administratif, ça ne pourrait pas marcher. Ce serait absurde en plus. Les talents, il faut les promouvoir. Bon. Et pour promouvoir les talents, pour promouvoir des dispositifs nouveaux, originaux, souples, il faut que ce soit des entrepreneurs qui vont le faire parce qu'ils ont l'habitude. Bonjour, Thibaut Favre, donc étudiant Bonjour. en Master Finance. Alors moi j'aurais une question rapport à l'informatique, parce que donc l'intelligence économique, donc ça a trait à l'information, à la maîtrise de l'information. Et aujourd'hui l'information, donc elle est quasi exclusivement numérique.
Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on peut envisager et maîtriser notre information tant qu'on aura les gros acteurs que vous avez dit tout à l'heure, américains, qui maîtriseront en fait toute l'informatique. Est-ce qu'une action à mener, je dirais, pour moi qui me paraît évidente, pour justement améliorer cette maîtrise qu'on a de notre information, ce ne serait pas de promouvoir plus en avant, donc de demander aux administrations, aux entreprises de se rendre indépendantes de ces IBM, Microsoft et tout. Donc je pense bien sûr au logiciel libre. C'est pas très facile, mais je crois que si l'on veut améliorer le dispositif de sécurité de transmission des informations, de traitement de celles-ci, d'exploitation de l'information stratégique, il faut se doter d'un certain nombre d'outils. Et d'abord, il faut que nous ayons en France des outils financiers de soutien à la recherche dans ce domaine. Nous n'avons pas de fonds d'investissement ou de fonds de pension qui soient, de fonds d'investissement qui soient véritablement dédiés à ce type de marché. Or, les entreprises, nous avons dans quelques secteurs du traitement de l'information stratégique ou de l'informatique, nous avons quelques entreprises qui sont des pépites, du véritable joyau sur le plan scientifique, mais qui sont sous-capitalisées, qui ont besoin d'être soutenues financièrement dans leur développement. Il faut donc premièrement les identifier, deuxièmement pouvoir les soutenir financièrement. C'est la raison pour laquelle j'appelle de mes voeux la création de fonds d'investissement public-privé et ou privés pour soutenir le développement des activités dans ce secteur. Mais je suis raisonnablement optimiste. Raisonnablement optimiste. Je pense également que des solutions européennes s'imposeront dans les années à venir. Bonjour, Anne Tercinet, je suis professeure de droit dans cette institution, spécialisée en droit européen de la concurrence. Donc, on ne fera pas un débat sur certaines de vos observations, mais je pense qu'effectivement, vous avez eu, entre autres, comme mérite, parce qu'il y a plusieurs remerciements à vous adresser, le fait de bien montrer le lien entre la politique de concurrence et la sécurité économique. Qu'on utilise le terme sécurité économique ou intelligence économique. Je souhaitais juste intervenir pour vous remercier de ceci. Vous remercier également parce que vous avez fait œuvre également pédagogique en montrant, ne serait-ce que dans le titre de votre rapport, la transversalité qu'il peut y avoir entre les questions de sécurité économique au sens large. Alors, je suis désolée, j'ai plus tendance à utiliser le terme de sécurité économique, d'intelligence économique, et de cohésion sociale et de compétitivité. Et je vais apporter en même temps un témoignage avant de poser mes deux questions. Dans le cadre de cette institution et du programme École de commerce, puisque vous avez vu que nous avons différents programmes dont 11 masters, j'ai monté depuis 4 ans, 4 années révolues, un programme au départ sur les enjeux de la politique industrielle et de la propriété industrielle. Programme qui maintenant vient d'évoluer et donc maintenant est plus large puisqu'il va carrément sur les questions de sécurité économique, ce qui n'était qu'un embryon auparavant. Nous avons été la première école de commerce à le faire. Nous avons eu pas mal de succès tant que nous étions sur les problématiques d'enjeux de propriété industrielle. Cette année, on a changé l'intitulé, on a changé un peu le contenu. En termes de visibilité, c'est assez dramatique puisque nous n'avons eu que 15 étudiants qui ont suivi ce programme. Je crois que c'est très parlant. Et quand on parlait tout à l'heure, et les gens qui vous entourent sont revenus là-dessus, de problèmes culturels, je pense effectivement qu'il y a un très gros problème culturel en France. Alors, on l'avait déjà vu sur la propriété industrielle, le manque de formation. Et en tant que pédagogue, on ne peut qu'y être sensible. Et on peut voir que, par voie de conséquence et mécaniquement, eh bien, on retrouve cela démultiplié quand on parle d'intelligence économique et de sécurité économique. Mais bon, on tient le cap et on ne se décourage pas.
Je voulais donc apporter ce témoignage, vous remercier à ces 2 titres, et puis vous poser 2 questions. Alors une peut-être plus large que l'autre. Dans ce lien entre politique de concurrence et sécurité économique, vous avez parlé dans votre rapport et également tout à l'heure, vous y avez fait allusion au Cohen Act et une de vos propositions justement sur cette protection, cette nécessité d'une véritable protection des secrets d'affaires qui passe par le législateur. Moi, j'aurais vraiment souhaité savoir quel était l'écho qu'avait reçu votre préconisation. Et puis, ma deuxième question, là, je fais appel à mon souvenir et j'espère que mon souvenir est fidèle. Quand on parle du réseau Échelon, on parle également d'un outil franco-allemand qui se voudrait concurrent de ce réseau Échelon. Est-ce que vous pouvez juste l'évoquer pour rafraîchir les souvenirs ou pour informer? Merci beaucoup. Merci, madame. Bon, je rougis de vos compliments. Ils sont sincères. Alors, je vous remercie d'autant plus. Ça suffit, vous. Bon. Vous avez parlé de sécurité économique. Je voudrais aussi qu'on parle tout à l'heure un peu de compétitivité, mais j'en dirai un mot après. Sur le Cohen Act et la nécessité de s'inspirer de ce dispositif de protection, je crois que les acteurs publics sont convaincus, comme les acteurs privés, de cette nécessité. Ce sont d'ailleurs des entreprises françaises, fortement internationalisées évidemment, qui m'ont convaincu de la nécessité d'adopter ce type de dispositif. Alors ça fera l'objet d'une proposition ou d'un projet de loi, selon que l'initiative reviendra à votre serviteur ou au gouvernement. On verra donc plus tard. La deuxième question sur un échelon franco-allemand. Non, il n'existe pas d'échelon franco-allemand. Le dispositif échelon, évidemment, vous le connaissez tous. C'est un système satellitaire de renseignement dédié aux questions de sécurité en principe et naturellement dévié sur des questions économiques par les États-Unis et les acteurs qui sont intégrés à ce dispositif, puisque vous savez que le dispositif est installé un petit peu partout dans le monde, en particulier en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays de l'hémisphère sud. Tout le monde sait que ça sert à faire du renseignement économique. Je veux dire, c'est basique. C'est pas leur faire injure, c'est au contraire reconnaître le mérite d'une organisation très dominatrice, très conquérante et très pragmatique, comme ça. Bon, il n'y a pas de dispositif allemand. Nous avons, dans le domaine du renseignement économique, une posture qui est, à ma connaissance, exclusivement défensive. Voilà. Alors, sur la question de la compétitivité, je crois que je fais une proposition qui est une proposition simple, là aussi, qui procède par analogie avec ce qui marche à l'extérieur, c'est-à-dire l'idée de créer une plateforme d'accompagnement et de soutien aux entreprises relevant du périmètre stratégique de l'économie française, c'est-à-dire un lieu de mutualisation de l'information émanant des grandes administrations publiques, ouvertes ou fermées, ou les deux à la fois, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, ministère de l'Économie et des Finances, de la Recherche, etc., au bénéfice de grands contrats. C'est ce qu'on appelle la War Room. Ça existe là aussi partout. Il ne faut pas dissimuler l'utilité de ce type de dispositif et je souhaite que ce soit mis en place dès que possible. C'est pas très compliqué. Pas très compliqué. Ça coûte rien. Nous atteignons le terme de cette conférence. Monsieur Carayon, au nom du Master KM... C'est vous qui l'avez décidé ? Je pense que là, étant donné il y a encore le une petite, temps, là, une petite pour la route. À moins qu'il y ait Rapidement, une dernière question, mais assez rapide. Bonjour. Mathia, l'école centrale de Lyon, une petite écolette qui se trouve juste de l'autre côté de la rue. Et je voudrais vous poser 3 questions. D'abord, que pensez-vous d'Adit ? Et deuxième question, que pensez-vous des formations
en matière d'intelligence économique dispensée par l'IHEDN. Et puis, troisième question, vous savez mieux que moi que l'activité d'intelligence économique est davantage légiférée aux États-Unis. Que va-t-il se passer chez nous? Désolé pour mon accent, mais beaucoup de gens m'aiment avec mon accent. Alors, excusez-moi, la troisième question, je n'ai pas exactement comprise. Et le fait que l'activité de l'intelligence économique est légiférée davantage aux États-Unis, chez nous, nous vivons quand même dans le bordel, moins le plaisir. Écoutez, c'est vous qui dites ça. Hein. Alors, réponse à la première question. La DIT, je n'en pense que du bien. Hein. Je pense que c'est une bonne structure publique. C'est la seule structure publique en France qui fait de l'intelligence économique et dont la clientèle est pour l'essentiel privée. Donc c'est quelque chose de sain. C'est une société anonyme, capitaux appartenant au Trésor de premier rang, société de premier rang, fonctionne très bien et qui a été d'ailleurs, sur ma recommandation, utilisée pour engager les expérimentations régionales. Bon, voilà. Deuxième question, c'était... Les formations dispensées par l'IHEDN. Oui, c'est la semaine ou la quinzaine, non pas commerciale, hein, mais la quinzaine d'intelligence économique de l'IHEDN. C'est un bon outil. C'est un bon outil. À mon avis, il faudrait coordonner ça avec ce que fait l'IHESI, l'Institut des hautes études de sécurité intérieure. Bon, je propose qu'il y ait un séminaire commun. De toute façon, il faut créer des passerelles. Hein. Il faut travailler ensemble. Il faut décloisonner au maximum. Il y a une floraison de trucs. C'est un peu désolant. Donc, il faut regrouper, mutualiser, pacifier. Vous voyez, c'est ça l'intelligence économique. Et la troisième question, c'était sur... Le bordel sans le plaisir. Mais pour être plus précis, mademoiselle. Je sais pas. C'était sur... La troisième question, excusez-moi, je suis un peu fatigué, je sors de campagne électorale. Ah oui. Oui. Eh ben oui et non. Il y a de la législation, il y a de tout aux États-Unis. C'est ça qui est la source de sa fortune, si je puis dire, au sens latin comme au sens français du terme. Il y a de la législation protectionniste. Il y a des dispositifs protectionnistes non législatifs. C'est des pratiques. Il y a tout un dispositif commercial protectionniste, 301, Super 301, etc., très efficace. Il y a une pratique aussi éprouvée de contournement des règles internationales préconisées par les États-Unis eux-mêmes. Il y a l'utilisation d'ONG également, comme Transparence Internationale, pour promouvoir des idées qu'ensuite on contourne et qu'on viole allègrement. Il y a des dispositifs publics comme l'Advocacy Center, comme le CFIUS, etc. Il y a des dispositifs également qui sont hérités d'une actualité tragique, celle du terrorisme. Dans les ports français, nous avons des douaniers américains maintenant qui nous ont été imposés, sinon nos ports ne pourraient plus être utilisés par des navires américains. Il faut savoir que ça me fait imposer cela au nom de la lutte antiterroriste, mais on ne fait pas non plus avec les douanes américaines que de la lutte antiterroriste, il faut le savoir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dispositif? Il y a les fondations qui travaillent au bénéfice, là aussi, avec des dotations budgétaires colossales au bénéfice des entreprises et de l'État fédéral américain. Il y a un système extrêmement cohérent, valorisant du commerce international, valorisant des bonnes pratiques, édulcorant celles qui pourraient être jugées mauvaises. C'est un dispositif remarquable et qui mérite naturellement d'être reproduit, non pas dans ses travers, mais au moins dans ses mérites. Plus d'autres questions ? Donc c'est la conclusion. Monsieur Carillon... Est-ce que vous êtes satisfait? Ça va à peu près? Ah, bon. En tout cas... Faut que je fasse tout ici. Au nom du Master KM et de l'association Forum, nous vous remercions d'être venu et d'avoir clarifié aussi bien ce concept de l'intelligence économique dont on comprend la nécessité pour l'avenir de la France. Et voilà, grand merci. Merci beaucoup.
Juste un petit mot avant que vous ne quittiez la salle. Nous recevons le 21 avril M. Moscovici qui viendra s'exprimer sur le thème de l'avenir de l'Europe. Et la conférence sera organisée en coopération avec Opening dans le cadre des EM Lead. Voilà, donc venez aussi nombreux. Ce sera toujours un plaisir de vous accueillir. Excusez-moi, j'ai juste oublié de vous